Alors attention, avec le bémol, les soviétiques ne se sont pas contentés de reprendre ce qu'ont fait les Français et de le soviétiser quelque part. Alors est-ce qu'on sait qu'il y a une école de pensée autonome avant. Ouais, on sait qu'il y a des contacts. Zvietchin parle de la Première Guerre mondiale énormément. Alors Alexandre Zvietchin, c'est un des penseurs soviétiques très importants des années 1920 du début des années 1930. C'est lui qui va penser l'un des premiers la stratégie moderne, c'est-à-dire la combinaison de l'économie, de l'industrie, la mobilisation industrielle, il va penser, et avec les opérations militaires, en considérant que c'est quelque chose qui est complètement lié, qu'on ne peut plus disjoindre. C'est pareil, c'est quelque chose que la France aura très bien mis en place en 1917-1918, il y a une vraie conjonction entre la mobilisation industrielle et les opérations militaires. Et c'est quelque chose que les Américains comprendront mieux que quiconque sans doute. On verra le résultat pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, il n'est pas seul, hein, évidemment. Il y a d'autres penseurs, le plus connu étant peut-être Tukhachevski, qui rédige le manuel des opérations dans la profondeur de 1936. Oui. Tukhachevski, qui était co-détenu avec De Gaulle. Voilà. Ah oui, oui c'est assez... Donc il y a des échanges intellectuels, les gens se lisent parce que c'est des professionnels, ils lisent ce que font les professionnels d'autres pays, mais il y a deux autres influences qui jouent chez les Russes. Il y a d'abord l'expérience de la guerre russo-japonaise, qui est très importante pour eux, notamment Zvietchin, puisque c'est lui qui a été chargé de faire le retour d'expérience de cette guerre-là avant la révolution russe. Et puis il y a l'influence de toute une école de pensée allemande de la fin du 19e siècle, avec des généraux comme von Schlichting, etc., qui tirent en fait les enseignements essentiellement de la guerre franco-prussienne et du fait que en dépit des batailles justement de Sedan, la guerre continue après parce qu'il y a une capacité de résilience justement de la France et de l'armée française qui n'arrive pas à gagner des batailles, mais qui arrive toujours à mettre des soldats devant les Prussiens. Et donc cette école-là est aussi étudiée par les soviétiques. Et donc il y a une combinaison d'influences en fait. Combinaison d'influences, et puis eux ils ont aussi l'expérience d'une autre guerre beaucoup plus mobile que la guerre de 14-18, c'est la guerre civile russe. Où là les rapports entre les espaces et la densité de force permettent des manœuvres parce qu'il n'y a pas de front continu. En fait, ce qui serait important de savoir pour conclure, c'est à quel point la victoire de 1918 et les méthodes d'art opératif ou proto-opératif à la française peuvent expliquer la victoire des Alliés en 1945. Michel. C'est la question. C'est une bonne question. C'est ça, non, merci de l'avoir posé. Ouais, exactement. Oui, non, incontestablement, la victoire de 1918, on peut oublier, sert quand même de modèle. Les vainqueurs de 1918, ce sont essentiellement les Français. Malgré tout, l'armée française post-Première Guerre mondiale, c'est la première armée du monde. C'est celle qui sert de référence. Les autres armées alliées, américaines et britanniques, démobilisent et abandonnent en grande partie ce champ. L'armée française reste le modèle et qui envoie des instructeurs un peu partout, qui reste la référence. Donc incontestablement, les soviétiques se sont servis de ce modèle, de cette référence, avec toutes les autres influences que l'on a évoquées. Avec cette faculté aussi qu'ont les Russes de conceptualiser, remarquablement, sans en avoir le moyen. Tout ça se fait alors qu'ils n'ont pas les moyens techniques adéquates. Les unités blindées n'existaient pas encore lorsqu'ils commencent à réfléchir à tout ça, etc. Comme ils le feront d'ailleurs dans les années 70, où ils réfléchiront à ce qu'on appellera la révolution, les premiers à réfléchir à la révolution des affaires militaires sont les soviétiques, mais sans en avoir les moyens, ils les auront jamais. Donc je pense que oui, les soviétiques ont beaucoup étudié la victoire française de 1918 et s'en sont très largement inspirés. Benoît ? Oui, non, effectivement, il y a une influence, il y a encore une fois, il y a une autre héritière de l'armée française, beaucoup plus directement et peut-être beaucoup plus profondément, c'est l'US Army, c'est l'armée américaine. L'US Army de 1944, encore une fois, c'est l'armée que les généraux français de 1940 devaient rêver quand ils dormaient. C'est-à-dire, c'est une doctrine qui finalement n'est pas si éloignée, mais avec des moyens qui sont considérablement supérieurs. Et d'ailleurs, De Gaulle le dit dans ses mémoires de guerre, quand il parle de la première armée française, il dit voilà, c'est l'armée que j'avais rêvé pour la France.
Et il y a des influences partout. Bon, l'artillerie américaine, par exemple, c'est une version extrêmement améliorée, en particulier sur le contrôle des feux, de l'artillerie française de 1918. Le canon du Sherman, le canon du char Sherman, c'est le canon de 75 français qui a été alésé et réadapté au char. Donc il y a des influences techniques, il y a des influences doctrinales, et il y a un héritage qui est clair. Ce qui est difficile sur 1918, c'est qu'on est vraiment dans une période d'entre-deux. C'est la naissance de la guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc forcément tout ne peut pas être fixé.